Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dans cet épisode, nous allons parler de numérique et plus particulièrement de numérique responsable et aussi de développement durable. Mon invité est Vincent Courboulet, donc enseignant-chercheur en informatique à l'Université de La Rochelle. Bonjour Vincent. Bonjour Yves. Pouvez-vous nous parler donc de votre parcours et de vous présenter ? Merci de l'invitation pour cette interview. Donc effectivement, moi je suis enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle depuis 15 ans. Mon parcours il est assez classique pour arriver là où je suis. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai suivi ce diplôme d'une thèse en imagerie médicale et puis après j'ai été recruté à La Rochelle Université. Et ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le département informatique de cette jeune université. D'accord, donc vous êtes aussi directeur scientifique et membre fondateur de l'Institut du numérique responsable. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste cet institut ? Alors, cet institut est une association loi 1901 qui a été créée en fin 2018, mais qui a, on va dire, un ancêtre qui s'appelait le Club Green IT, qui était un regroupement de grandes entreprises qui voulaient déjà, et de façon précurseur, travailler dans le domaine du numérique responsable. C'était effectivement des grandes entreprises et on a voulu à plusieurs ouvrir la participation à des TPE, à des PME, à des territoires, à des ONG, à des organismes publics. Bref, finalement, ne pas cantonner le numérique responsable à un usage professionnel, grande entreprise, mais vraiment vouloir le diffuser au plus grand nombre. Et donc c'est l'intérêt de cette association. C'est un lieu de partage, d'échange, où on va monter en compétence ses collaborateurs ou ses citoyens sur cette thématique qui aujourd'hui enfin arrive à émerger dans les médias, à sensibiliser le grand public, à savoir les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Et l'idée, c'est pas de cette association n'est pas bien évidemment de dire arrêtons de faire du numérique, parce que le numérique c'est formidable. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dedans, donc le numérique sauve des vies. Le numérique, on l'a vu au niveau du Covid, permet à des élèves, à des collégiens, des lycéens de continuer à travailler, permet à 40% des salariés de continuer en télétravail. Donc le numérique, c'est un outil fantastique, mais comme tout outil, il a son côté obscur, pour les amateurs de Star Wars, il a son côté obscur et le rôle de l'INR, c'est d'essayer de faire connaître ce côté un petit peu sombre, ce côté un petit peu asocial, anti-écologique, pour faire en sorte de le limiter, de le réduire et en tous les cas, un minimum, de l'assumer de façon responsable. D'accord, et donc il y a un label, une charte aussi qu'on peut signer, c'est ça, quand on est une entreprise ? Alors quand on a créé cette association, on s'est dit, est-ce qu'on se contente de faire des livres blancs ? Est-ce qu'on se contente d'écrire des documents pour dire aux autres, attention, là il y a un danger ? Ou est-ce qu'on va plus loin et qu'on fournit un outillage pour dire, vous voyez, là il y a des problèmes, soit on vous laisse seul, soit on vous outille pour essayer de les résoudre. Et on a décidé justement, c'est une des spécificités un petit peu de cette association, c'est à chaque fois qu'il y a un problème, de fournir une solution. Et effectivement, tu l'as dit, on a des outils qui sont très simples. C'est une charte numérique responsable. Quand je dis très simple, elle est quand même très complète puisqu'on a mis à l'intérieur l'ensemble de toutes les solutions qui nous paraissent être nécessaires à déployer dans une organisation pour faire du numérique responsable ou à minima pour réduire les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Donc c'est une charte, elle n'est pas engageante, elle est gratuite, donc chacun peut se l'approprier, la signer, la modifier, la signer et la valider au niveau soit d'un service, soit carrément d'une entité. Donc ça, c'est une charte. On a aussi la notion de label, qui est cette fois-ci beaucoup plus engageant. On est vraiment sur une politique d'amélioration continue, structurée de l'entreprise ou de l'organisation. Et on n'est pas peu fiers d'avoir fait signer la DSI d'EDF, l'ADEME, un service du canton de Genève, voire bientôt une région complète, qui se sont engagés dans une structuration de leur démarche numérique responsable pour
à la fois bénéficier de tous les côtés positifs du numérique, innovants du numérique, mais limiter les impacts, comme je le disais, je le répète, environnementaux et sociaux du numérique. Donc on a ces outils-là, mais on en a d'autres. On a des calculatrices qui sont en ligne pour calculer son impact environnemental, parce que vouloir décider d'une trajectoire, c'est bien, mais il faut au préalable savoir d'où on part. Donc vouloir faire un voyage, c'est bien, mais savoir la gare de départ, c'est mieux. Donc voilà, des outils d'audit, d'analyse qui permettent de se positionner pour savoir ce qui est facile, ce qui est plus difficile. D'accord. Donc, dans votre, donc au sein de l'université La Rochelle, ou de La Rochelle Université, hein, apparemment on le dit comme ça, vous formez aussi des personnes au numérique responsable. Donc c'est une formation continue. Hein, en quoi ça consiste exactement ? Alors cette formation continue qui est aussi dispensée pour des étudiants en formation initiale, parce qu'effectivement c'est bien de former des personnes qui sont dans des emplois, mais c'est bien aussi de former des jeunes avant qu'ils y arrivent pour qu'ils aient les codes. Cette formation, en fait, c'est 2 journées de sensibilisation avec une approche par entonnoir sur aujourd'hui les problématiques du monde qui nous entoure, le développement durable, le cadre de pensée, les outils qui accompagnent cette structuration et ce développement durable, et puis positionner le rôle du numérique dans cet écosystème-là, voir ses impacts, ses avantages, ses inconvénients, parler de, finalement, théoriquement, ce qu'est le numérique responsable, donc, avec des mesures, des indicateurs, des labels. Tout ça, c'est le programme de la première journée, pour avoir les bases. Et la deuxième journée, on va un petit peu plus loin, on se dit, ok, je veux lancer mon organisation dans une démarche numérique responsable, comment je m'y prends ? Donc on commence par aborder en mode projet. Donc voilà, comment est-ce que vous pourriez mettre en place un projet numérique responsable ? Et puis, ce projet étant organisé et structuré, quels sont les chantiers que je vais pouvoir adresser ? Et ces chantiers, en fait, ils sont au nombre de 5. Hein. J'ai décidé de les présenter de façon plus ou moins du plus près vers le plus loin. Donc la première qu'on voit, c'est l'ensemble des services numériques. Juste après, qui supporte ces services numériques, c'est le poste de travail, où là on aborde l'ordinateur, l'écran et le téléphone, avec les achats, la fin de vie, les critères, les labels. Et puis après, on parle de l'impression numérique responsable, et puis on finit par tout ce qui est data center et cloud numérique responsable. Donc voilà, on essaye de balayer l'ensemble de l'écosystème numérique d'un collaborateur normalement constitué, et on essaye de voir, depuis l'achat jusqu'à la fin de vie, en passant par la consommation électrique ou l'accessibilité pour des personnes en situation de handicap, les leviers pour améliorer l'impact du numérique. C'est vraiment très intéressant. J'encourage la majeure partie des gens à aller effectivement suivre cette formation. Merci. La crise donc environnementale, économique, sociale et même politique, hein, qu'on connaît et qu'on vit aujourd'hui a été donc modélisée en 1972 dans un rapport, donc le rapport Meadows. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est et finalement pourquoi on en est arrivé là ? Alors, en 1960, au début des années 70, on était dans les 30 glorieuses, tout allait bien, hein, tous les indicateurs étaient au beau fixe, enfin tous, ceux qu'on voulait bien nous présenter étaient au beau fixe. Mais il y a quand même un certain nombre de décideurs politiques qui se sont posé la question de dire, mais ok, les années de croissance, très bien, mais ils commençaient déjà à sentir qu'une croissance infinie, ça ne pouvait pas exister. Donc ils ont commandé un rapport sur les effets de la croissance au MIT, aux époux Meadows, qui ont réfléchi avec des scientifiques, des sociologues, sur les impacts de la croissance. Et je ne vais pas dire pour une des premières fois, mais ils ont utilisé l'outil informatique pour dire ok, on sait depuis la première révolution industrielle, on sait ce que la croissance a amené, hein, le développement de la population, l'augmentation du PIB. Voilà, on a finalement plusieurs dizaines d'années de passé sur ce qu'apporte la croissance. Et peut-être que si on les mettait dans des algorithmes mathématiques bien pensés, on pourrait peut-être imaginer ce qui se passera demain et après-demain. Et quand j'ai découvert ça il y a plusieurs années, hein, quand j'ai découvert les modélisations qui avaient été faites dans ce cadre du rapport Meadows, j'étais vraiment épaté de voir que finalement,
les modélisations, année après année, se confirmaient, que les années 2000 et l'apparition d'Internet faisaient finalement que c'était toujours vrai. C'est-à-dire, il n'y avait pas de changement paradigmatique industriel avec l'arrivée du numérique. On continuait à taper dans les ressources, à avoir une population qui augmentait, à avoir un PIB qui augmentait. Mais le plus inquiétant, c'était finalement ce que dans les années 2000-2010, on voyait arriver pour les années 2020-2030, à savoir une fracture. Une ligne de fissure sociétale, humaine, industrielle, qui était annoncée aux alentours des années 2020-2025. Et tout le monde le savait. Tout le monde le savait, puisque c'est des données publiques. Il suffit de taper modélisation rapport Meadows sur Internet pour avoir ces graphiques-là. Et en fait, ce qui est assez surprenant, moi j'ai été vraiment épaté de voir que 2020, finalement, on sentait qu'on arrivait peut-être au bout d'un système, mais pas de là à vivre un tel renversement de situation. Et bien quand même, le changement de situation, il est arrivé avec le Covid. Et l'effondrement de l'économie qui était prévu pour 2020-2025, indirectement, elle a été provoquée par le Covid. Et ce qui fait que aujourd'hui encore, le modèle se confirme. Et c'est bluffant parce que c'est inquiétant, c'est anxiogène, mais ça permet de voir qu'en fait on doit faire des choses aujourd'hui. Et effectivement, vous parliez de des enjeux politiques. On sort des élections législatives du deuxième tour, on voit qu'un certain nombre d'agglomérations de citoyens se sont emparés de l'enjeu environnemental et social, et on voit que on arrive à un moment, le fameux momentum dont tout le monde parle, où si on ne le fait pas maintenant, c'est même pas la peine de le faire demain. J'exagère, parce que ce sera toujours la peine de le faire, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est bizarre, mais on a l'impression que la société, sans même avoir la connaissance de ces modélisations, sait que c'est maintenant. Alors la question qui était pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant, elle est fondamentale. Elle est tardive, elle est trop tardive, mais elle est fondamentale. Je ne sais pas si politiquement ou économiquement, on aurait pu supporter les décisions qui s'imposaient. À les prendre seuls, en tous les cas. On sait qu'on fait partie d'un vaste écosystème industriel, social. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu prendre ces décisions-là seuls. Les choix de l'Union européenne dans sa structuration ont fait qu'effectivement l'économie a plutôt été mise en avant, alors que s'il y aurait eu des valeurs plus sociales et environnementales, on aurait pu agir collectivement au niveau européen, mais au niveau mondial, on n'était pas prêt. On va dire que le Covid est un drame, mais le Covid est aussi une chance, parce qu'elle rebat les cartes de tout le monde. Elle rebat les cartes pas simplement en Europe, en Asie, mais elle rebat les cartes sur tous les continents. Ce qui fait que peut-être aujourd'hui, le monde n'a jamais été aussi prêt globalement à aller vers des solutions qui soient vers plus d'écologie, plus d'environnement, plus de social, plus de résilience. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait les choses avant ? On n'était peut-être pas assez mûrs. Pourquoi est-ce qu'on les fait maintenant ? Peut-être parce qu'on est prêt. Mais en soi, je vois pas d'autres explications. Ce qui est quand même très optimiste, finalement. Heureusement. Oui, heureusement. Alors, on va arriver déjà à la fin de ce podcast. Alors, j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. C'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront un peu cette fibre éco-responsable, écologique, etc. Alors, soit je dis non et je déprime et je suis un gros menteur, soit je dis oui parce que moi je les côtoie toute l'année. Alors je côtoie une partie de la jeunesse, c'est-à-dire celle qui a la chance de pouvoir faire des études supérieures. J'irai pas jusqu'à dire que les gens qui font des études supérieures à La Rochelle sont représentatifs de l'ensemble de la jeunesse française, encore moins européenne et mondiale. Donc voilà, les jeunes que moi je vois, oui, sont intéressés, oui, ils ont de l'appétence, oui, ils ont de l'intérêt par retrouver du sens à ce qu'ils font, à leur futur métier. Pas tous, mais on sait très bien que pour changer le monde, il ne faudra pas tout le monde. Il faudra juste une masse critique. Cette masse critique, est-ce qu'elle est à 5, 10, 15%? Je ne sais pas. Mais oui, il y a une vraie volonté de changer, de renverser la table et de faire en sorte que les entreprises dans lesquelles ils vont bosser demain soient irréprochables aujourd'hui, si jamais elles veulent avoir la chance de les attirer et de les garder. Pour l'Institut, on peut vous joindre comment ? Alors pour l'Institut, vous pouvez nous joindre sur le site institutnr.org.
Vous pouvez aussi nous joindre sur contact@institutnr.org. Et puis sinon, sur tout bon moteur de recherche, vous tapez La Rochelle Université numérique responsable ou Vincent Courboulet. Et vous allez normalement tomber sur moi, que ce soit avec des outils classiques ou des outils qui respectent la vie privée ou des outils qui servent à planter des arbres. Vous arriverez au final à trouver notre chemin. Merci beaucoup Vincent pour s'être prêté à cette interview. Merci beaucoup. En tout cas, si vous êtes intéressé par la formation effectivement numérique responsable, je vous invite à aller consulter par exemple le site internet de La Rochelle Université pour plus d'informations. Et bien sûr, pensez à vous abonner à Génération Éco. Merci, à bientôt. T'as aimé cette vidéo ? Abonne-toi. Clique sur la petite clochette pour recevoir les dernières vidéos. Allez, vas-y, clique. N'oublie pas de commenter et de partager avec tes amis. À bientôt sur Génération Éco.